Bon, ben Véronica, bonjour à toi. Bonjour Nico. Voilà, je suis super content d'être avec toi ici au milieu du salon du studio Besco, Tout à fait. où on est là pour une semaine de mix, Ouais. voilà, accessoirement. Donc je profite de l'occasion pour faire cette rencontre avec toi, voilà, cette interview. Je voulais déjà te contacter il y a quelques temps parce que je suis ton parcours, j'ai suivi ta carrière aussi. Et c'est vrai que par rapport à l'anecdote au stage, quand Mika m'a proposé de faire un truc avec toi, j'ai dit ah bah oui, allons-y, super. Ce serait génial que tu puisses partager ton expérience avec nous. Donc moi j'aimerais que tu me racontes un peu ton parcours, comment tu es arrivé là où tu en es aujourd'hui, ta spécialité du mix qu'on connaît, tu nous expliqueras ça. Et puis voilà. Avec Hein, moi j'aime plaisir. bien les histoires, comme je dis souvent, comme on raconte des histoires, donc voilà. Tout à fait. C'est une histoire de vie, hein, la Ouais, musique. Déjà, je suis super contente d'être là. Michael, quand il m'a appelé, m'a proposé. Évidemment que ça a été oui tout de suite. J'avais même pas de conditions de quand, de qui, quoi. Je lui ai dit c'est un oui. ouais, Voilà. Aussi par rapport à lui et par rapport à ce que tu fais, que je suis aussi. d'accord, bon ben voilà. Au travers des formations, voilà, Ouais, parce ouais. que je trouve que la formule est super. Donc, je suis ravie d'être là, ça se passe super bien, c'est parfait, c'est génial. Donc, alors mon parcours, écoute bien volontiers. J'ai commencé en 86 à Ferber, en sachant que le studio Ferber avait été créé par René Hamelin et mon père à l'époque, qui était musicien. Donc, ils ont créé ce studio en 72. Moi, j'y ai commencé en 86. Oui, 86, comme assistante. Et à l'époque, j'étais assistante de Sophia Morizet, assistante son et surtout programmation synthé, tout ce qui était. Elle avait un super parc de synthé. Donc, j'ai eu cette chance d'avoir un peu le panel analogique de l'époque, puisque dans les années fin 80, on était encore très analo, et puis le digital, enfin, faisait ses débuts, on va dire. Tous les synthés arrivaient, voilà, j'ai vu arriver l'Atari, le Mac Ouais, dans les studios, toutes j'ai les vu arriver époques. plein de trucs, donc c'est une époque assez sympa, parce que la transition de l'analogique au numérique, moi je l'ai vraiment vécu. Donc ça c'était plutôt bien, donc 86, 87, je démarre des premières séances en ingé son, j'ai continué des séances d'assistante évidemment sur des projets type album, enregistrement, jazz, tout ça, et des séances d'ingé. Donc pas mal d'années à Ferber avec Sophia, beaucoup. Ça a duré jusqu'à 92. J'ai parallèlement, comme tous les gens qui démarrent dans le son, monté un peu un groupe parallèle, Ouais, hein, normal, les projets perso. Et puis, l'histoire a voulu que j'ai envoyé à l'époque des cassettes, hein, on était aux cassettes, hein, ouais, aux États-Unis. Alors ce qui était assez drôle, c'est que je voulais signer le groupe que j'avais. On voulait essayer de signer un truc aux États-Unis parce que c'était le fondement de notre musique. Donc là, je sortais un petit peu du cadre du son puisqu'on avait un groupe. Moi, je faisais tout ce qui était prod. Enfin, on faisait tout ensemble. Sauf moi, je ne chantais pas évidemment ou je jouais pas de guitare parce que c'était pas mon instrument, mais je faisais un peu de programmation, un truc comme ça. Et le truc assez drôle, c'est qu'à l'époque, il n'y a pas Internet, hein. Donc, je vais acheter des livres avec eh des oui. adresses de Ah oui, maisons de le disques. Guinness, ça existait, ça, pas le Guinness, mais oui, je me souviens de ce Oui, il y avait bouquin, ouais. un genre de bouquin. Ouais, il y a toutes les adresses, Voilà, oui. pour le trouver déjà, c'était une Ah ouais, tannée. je me Ouais. souviens. Ouais, À ouais. Paris, bon, j'ai trouvé ça, j'ai Ouais. envoyé des trucs. Et puis il y en a une qui a été reçue, voilà, D'accord. et qui a fait que je suis partie le 1er janvier 92 parce que ça les intéressait peut-être. Voilà, c'était le label de Nile Rodgers et Bud Tonick qui s'en occupaient à Ah l'époque. ouais, Voilà, donc ah ouais. on était chaud C'est comme la braise. c'est pas rien, quand même, dis Eux donc. savaient pas s'ils allaient y aller. Nous, c'était un peu de la musique un peu funk et en fait, leur label à cette époque-là quittait un peu la scène funk pour aller un petit peu plus vers la scène rock. Donc, ils savaient pas trop. Mais je me suis dit à ce moment-là, bon de toute façon, si on Oui. arrive à faire douter des gens comme ça, on y va, on Ouais, verra c'est ça, bien. faut y Voilà. aller, Donc, ouais, ouais. aventure américaine qui démarre. Bon, avec je vais peut-être pas te raconter tous les détails parce que des anecdotes, j'en ai. Ouais, j'imagine, ouais. On pourrait écrire un livre d'anecdotes, mais c'est pas le propos. Donc, de 92 à 93, 94, des allers-retours là-bas, des rencontres. Je fais pas de son là-bas, de toute façon, je n'étais pas autorisée à travailler, pas de carte, voilà. Pas de signature du coup, parce que, voilà, aléa de la vie. Je reviens en France, je reviens à Paris. Pour l'anecdote, je croise Sophia dans les bouchons sur le périph'.
D'accord. Je suis dans ma voiture, je regarde à gauche, je la vois dans la voiture, elle dit « Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu reviens pas au studio ?» C'est véridique. Ah, c'est dingue. Et du coup, oui, voilà, bon. Ferber est un peu une histoire de famille pour moi, donc comme dans toutes les familles, ça prend une autre dimension. Donc c'est pas toujours simple à gérer, mais en tout cas, je reviens là, et puis voilà, là, je démarre plus une carrière de réalisateur et d'ingénieur, et de là, on fait le Christophe Bévilacqua, l'album Bévilacqua. En fait, Christophe est dans les studios, il avait monté une petite cabine à côté, là, Ouais. dans une des pièces, et cherchait une équipe de prod. Ouais. Bon, il n'était pas, voilà, il n'avait pas encore trouvé apparemment. Et il se trouve qu'on nous dit, vous voulez pas faire un essai? Donc oui, on va faire un essai. Carrément. On prend un morceau, on programme des trucs. J'avais une vision. J'avais pas écouté tout Christophe, je connaissais les principaux titres, je connaissais pas toute sa carrière qui est quand même assez riche. Ouais, oui. Je connaissais les trucs principaux, donc oui, ok, d'accord, on y va. On fait un truc, là, Christophe, ça lui plaît à fond, et voilà. Et donc, là, Christophe Bévilacqua, 7 mois en studio. Ah oui. Ouais. Ouais. Voilà. Donc une vraie histoire, hein, pour tous ceux qui ont connu le studio à ces époques-là où on était en lockout, surtout avec un personnage comme Christophe, qui est un esthète de l'art en général, de la musique, de tout. On vit sur... Enfin, voilà. Ouais, tu rentres, tu ressors 7 mois après. Et c'est autant fatigant, difficile à gérer, mais en même temps extraordinaire, parce que c'est une histoire de... Je dirais presque une histoire d'amour au sens noble du terme, parce qu'il il se passe un truc, on est une équipe, quoi. Tu deviens une famille, tu vis ensemble, tu partages toutes les anecdotes, toutes les belles choses. J'ai énormément appris, évidemment, sur plein de trucs artistiques que je ne connaissais pas. Donc ça, c'était de très bons moments. On a fait un beau disque. J'en ai été très, très fière. Donc, co-arrangé, co-réalisé, enregistré, mixé. Tout à Ferber aussi. Donc, au départ, on a commencé à travailler dans une des cabines à part. Et puis après... On est descendu au studio B, donc qui était le studio en bas, et on a fait ce projet-là. Donc ça, c'était un truc vraiment important, démarrage de carrière un peu en France, donc ça c'est chouette. L'album sort après, l'album a sa vie, voilà. C'est pas évident de s'en détacher quand tu travailles 7 mois avec les gens, évidemment, c'est... oui. Le détachement est douloureux, en fait, parce que tu as autant envie que ça se termine que tu n'as pas envie que ça s'arrête. Tu aimerais continuer. donc voilà, mais voilà, après on continue, on fait pas mal de choses. Je bosse longtemps. Et puis petit à petit, je pars du studio pour aller m'installer chez moi. En fait, je monte rapidement une cabine chez moi. Vie personnelle qui s'oriente aussi autour de ça. Et puis, je commence à bosser, à faire pas mal de disques. À l'époque, je me souviens, par exemple, juste avant de faire le tournant de ma carrière, dont je vais parler dans 5 minutes, je fais des super albums, je fais des super rencontres avec Electro Deluxe, avec toute cette scène jazz R&Bisante, enfin, tout. Un peu, avec des musiciens qui jouent extrêmement bien. Bon, il y en a eu plein dans les no jazz, dans tous ces gens-là. Donc tout ça, je fais du mix, pas mal de trucs. Et puis un jour, Fred Richter, donc, qui était ami avec mon mari, Bruno Gruel, ingénieur de mastering, ami de longue date de l'époque de Maximum, de la radio et tout, ils se connaissent depuis super longtemps. Je le connais par personne interposée, je ne l'ai jamais rencontré, mais un jour il l'appelle et il lui dit « Écoute, j'ai un truc. Je sens que c'est gros, mais je me sens pas de le mixer parce que bon, il y a de la voix, et là ça commence à être un peu très bien. Ouais. Bruno lui dit écoute, propose-le à Véro, on écoute, voilà. Waouh, oui, il y a un truc à faire. Et ça en fait c'est assez drôle parce que j'ai mixé When Love Takes Over, donc David Guetta, Kelly Rowland. L'année c'est 2009, c'est sorti en 2009, donc je l'ai mixé en 2008 et je le mixe le lendemain de mon anniversaire et le jour de mon anniv en fait, c'était peut-être un dimanche, je sais plus. Je fais une fête, j'avais prévu une fête à la maison et en fait du coup je me dis voilà, faut que je mixe le truc demain, donc les amis,
Pas de fête. Non, non, si, Bon, mais on je se couche mis tôt. une deadline, voilà, Ouais, voilà. bon, 1h du matin, je dis à tout le monde, bon, bah, désolé, là, voilà. Et le lendemain, je mixe le titre, qui évidemment avait, When Love Takes Over, ça a été quand même un gros tube, quoi. Donc, si tu veux, moi, ce que j'ai apporté là-dedans, c'est le traitement pop, voix sur une musique qui, à la base, est totalement électro. Donc, de là s'oriente un peu la pop dance, vraiment chant sur la musique électro, et on va après en avoir quand même pendant pas mal d'années. Donc, ça faisait partie des projets précurseurs. Donc, ce titre est fait, évidemment, bon, voilà, on est chaud comme des braises, des charbons ardents. Et ça, c'est en 2008, c'est en septembre. De là, on fait aussi un remix avec Fred, qui mixe une partie, je mixe une partie. Enfin bref, on fait un remix. Bon, et puis du coup, le projet est un peu en attente. Je pense que du coup, l'artiste se dit, il va quand même falloir que j'oriente, vu que ça a l'air d'être vraiment d'intéresser tout le monde. Faut que je fasse un album de ce goût-là, quoi. Où il n'était pas forcément au départ parti pour faire ça. Donc le temps que l'album se fasse, le titre a failli ne pas sortir en single parce que je pense que je sais pas. Et puis je crois que c'est John Peel qui l'écoute et qui dit non, c'est ça le single, c'est ça qu'on sort. Et le titre sort, et là, bon, évidemment, a cartonné, a été numéro 1, je crois, dans 17 pays. Enfin, bon, le titre a très très bien marché. Et là, surtout, se passe un truc extraordinaire, c'est qu'en 2010, entre-temps, je travaille avec d'autres gens, du coup, ça m'amène des projets un petit peu plus internationaux. Et oui. De là, j'ai une session pour Eva Simmons. J'ai donc une personne qui vient au studio de la maison de disques et qui me dit tu es nominé aux Grammy Awards. Wow. Donc là, déjà, j'ai un temps de... alors attends, les Grammy Awards, c'est le truc américain. Ouais. Mais ah bon Ouais. Donc là, déjà, il y a une étape, si tu veux, mentale qui est assez... Le temps de connecter, parce que jamais j'aurais... très honnêtement, très humblement, jamais j'aurais regardé, parce que c'est un autre pays, tu vois. Bon. Donc là, j'ai une petite semaine de victoire nocturne où je vais chercher le prix toutes les nuits, donc je dors pas beaucoup pendant une semaine. Avec c'est assez incroyable. Donc, bon, dès que je me dis, évidemment, j'y vais. Le temps de préparer tout, bon, ok, j'y vais. Et donc, nomination dans le Best Dance Recording, dans lequel l'ingénieur est mentionné, puisqu'il y a peu de catégories où on est mentionné. Il faut savoir que dans ce type de remise de prix, l'ingénieur est mentionné sur des très grosses catégories, et que les très grosses catégories sont quand même des succès, notamment américains, mais vraiment des gros succès. Donc on ne peut pas débarquer là-dessus et être l'artiste de l'année. C'est généralement un gros succès. Généralement, un gros succès implique une équipe un peu, on va dire, locale et déjà en place. Donc, c'est pas évident d'atteindre ce niveau-là. Oui, ça se fait pas comme ça. Non, ça se fait pas comme ça. Donc, effectivement, je vais au Grammy. Bon, il se trouve que dans ma catégorie, je ne gagne pas. Ce qui était pour moi, c'est affreux. Et en même temps, bon, on m'a dit, mais non, mais t'es dans les 5 derniers. C'est ça, déjà. Enfin, dans les 5 finalistes, c'est formidable. Du coup, c'est le meilleur remix qui gagne, alors que j'avais aussi mixé, lui gagne un prix, mais pour le coup, le nom n'est pas mentionné. Mais enfin, bon, c'est pas grave. Bon, c'est quand même, énorme, quoi, extraordinaire. Et bien évidemment, et là, petite pause, je bois une petite pause. Vas-y. Tiens, je te suis. Voilà. Et de là, ce qui est absolument démentiel, c'est que les portes s'ouvrent. C'est comme tout, dans tout métier, une opportunité qui est saisie donne lieu à des rencontres. Je rencontre des tas de gens là-bas et quelqu'un me dit « Tu devrais rencontrer Billy Mann, qui est producteur, qui est aussi auteur, compositeur, qui travaille avec Pink, qui est travaillé chez EMI, chez tout le... Enfin voilà, c'est une personne incontournable du marché de la musique. Et tu devrais le rencontrer parce que je pense que tu pourrais travailler avec lui. » Ah oui, de toute façon, moi, oui à tout. Formidable, génial, voilà. Et il devient mon manager. D'accord. Donc, il avait une petite équipe de gens, donc je suis le seul ingé son, mais du coup, ça devient mon manager. Donc, forcément, accès à des projets assez dingues. Avec Elisabeth Bellog, donc, qui était son numéro 2, on va dire, enfin, qui travaillait avec lui et son binôme, que je rencontre et avec qui je vais vraiment travailler très longtemps, puisque
C'est avec elle que je suis. Enfin voilà, le relationnel se fait un petit peu plus avec elle. Billy, lui, il est plus sur plein de choses, chapeaute plus de trucs, mais en tout cas, pendant cette période Grammy, là, tout se met en place, quoi. Ça va très très vite. Je reste 5 jours et Ouais. ma vie change. Tout Il y a est... avant-après, Ouais, quoi. ouais, c'est dingue. Donc c'est assez dingue. Donc voilà, j'ai même une anecdote assez rigolote, c'est que les douanes américaines ne sont pas connues pour être les gens les plus fun. Ouais, Voilà, on oui. évite de rigoler avec le douanier, hein, n'est-ce pas? Et moi, j'étais tellement exaltée, je pense que j'avais tellement un truc lumineux. Je dis, je viens pour les Grammys, je suis nominée, ils disent, oh, vous allez gagner, vous allez Ah gagner. ouais, trop bien. Voilà. Ah oui, donc donc c'est après vraiment... coup, je me dis, oh là, il y a un truc. Il y a un truc. Après, je l'ai vécu comme ça, mais Oui, bref, bien sûr, bien c'est sûr. une petite parenthèse Ouais. amusante. Donc voilà, donc de là va s'enchaîner beaucoup de travail. Je continue à faire des projets avec David Guetta. Il y a un projet avec Rihanna, le morceau qui s'appelle Oustachik, que je mixe aussi. J'en mixe pas mal. Il faut savoir que sur des gros artistes comme ça, il y a beaucoup de titres qui sont mixés, ils ne sont pas tous retenus au final pour sortir. Bon, des fois, voilà, on travaille sur des titres. Il y a eu des titres avec Black Eyed Peas, il y a eu des tas de trucs. Il y a eu des morceaux sur lesquels j'ai bossé, d'autres qui sont retenus ou pas, mais peu importe. Oui, j'imagine C'est pas une que- histoire de mix, c'est aussi une histoire bien sûr. de morceaux. Ouais. Voilà. Sachant qu'ils allaient assez vite au mix pour avoir tout de suite une sonorité. Et des fois, voilà, simplement le titre va changer. Donc il m'arrive de bosser sur des titres et puis du coup, le truc est repris un peu derrière. Bref. Toujours est-il que ça, c'est une aventure assez chouette. Et toujours avec Fred Rister, pas très loin. J'en parle au passé malheureusement parce qu'il est plus avec nous. Mais c'était quelqu'un d'extrêmement doué et par qui est passé mon changement de vie aussi. Hein. Je veux dire, cette décision de m'avoir mis dans les mains ce titre a quand même changé mon existence musicale et ma carrière professionnelle, forcément. C'est des portes qui s'ouvrent comme ça. Et en fait, c'est une étape, c'est aussi au travers de ce qu'on a pu voir avec les garçons et ce qu'on continue à voir dans ce stage. Rien n'est inaccessible. Il faut saisir des opportunités. En l'occurrence, c'en était une énorme. Je suis contente de l'avoir saisie. Ouais. Et du coup, voilà. Après, faut continuer. Après, il faut pérenniser. C'est pas one shot dans une carrière. C'est qu'après, il faut continuer à avoir du succès, continuer à. Les enjeux sont plus grands parce que évidemment, on est plus souvent en concurrence. Pour le coup, je suis quand même restée en France et habitée en France. Donc malgré tout, il y a des projets qui étaient un petit peu plus difficiles à avoir parce que les artistes ne venaient pas. Mais c'est aussi une période où on accepte volontiers d'envoyer un titre à mixer à l'autre bout du monde. Ça se fait beaucoup, ça s'est fait énormément. Donc c'était plus facile. Voilà. Ça aurait été beaucoup plus difficile il y a 20 ans de ça ou 30 ans de ça parce qu'il aurait fallu que moi j'aille habiter là-bas. Je l'aurais sûrement fait. Mais là, ça s'y prêtait pas. Puis voilà, ma vie était quand même ici. On a aussi une vie perso et elle était pas loin. Ouais. Donc voilà, donc de là, écoute, plein de disques, plein de trucs. Je continue à acheter du matériel, à avoir ma cabine. Entre-temps, on change un peu d'endroit de vie. On part un peu s'installer au soleil parce que du coup, la destination parisienne n'était plus vraiment utile puisque à bosser sans arrêt avec l'étranger, on s'est dit, quitte à pas partir en vacances, autant essayer d'habiter un peu en vacances et travailler dans un endroit un petit peu plus ensoleillé. Donc on descend plus vers le sud. Et puis voilà, puis on s'installe et puis on monte une belle cabine. Et puis de là, ça roule. Voilà, après, ça c'est je vais dire, c'est les temps forts. Ouais, voilà. Voilà. Après, ça continue. Après, il y a évidemment des projets différents. Il y a d'autres choses. Il y a des Grammys en Suède avec Little Jinder. Il y a des gens en Australie. Il y a des gens. J'ai eu cette chance incroyable de mixer avec. Je crois que j'avais compté pour me faire plaisir. Il y a eu 54 pays différents. Ah oui, d'accord. C'est le bonheur de la musique, quoi. C'est qu'on travaille avec la terre entière. Alors, c'est pas, c'est naturel et normal, mais c'est extraordinaire de voyager un petit peu au travers des prods. Ouais, puis ce qui est extraordinaire, c'est que finalement, c'est ton travail qui parle pour toi, j'imagine, parce que tu as fait des gros titres, et on se dit, tiens, c'est Véronica qui a mixé, donc on se dit, on la recontacte derrière, tu as fait tout ton
comment dirais-je, ton cursus, j'ai envie de dire, comme ça, quoi. Ouais. Ta carrière comme ça. Ouais. Bah, évidemment, un projet phare qui va beaucoup marcher, un gros succès, va forcément te mettre dans la lumière. Et après, bah, les gens viennent à toi. Alors, les gens viennent à moi pour, globalement, pour le style de musique. Je suis Ouais. un petit peu labellisé, on va dire, électro et pop. Pop D'accord. électro, enfin, tu mets dans l'ordre que tu veux. Donc forcément, bah, ça draine des gens qui ont aimé Ouais. ça. Et du coup, c'est bien parce que je suis toujours dans des projets où je m'y sens bien en termes de mix. Je m'y retrouve. Donc ça, c'est super. C'est chouette. Mais après, moi, j'ai un vrai attachement aujourd'hui à travailler avec des gens qui sont plus en devenir. J'aime Ouais. j'aime le deuxième, troisième D'accord. album, Ouais. le moment, cette bascule entre l'artiste qui a une petite notoriété et qui pourrait basculer Ouais. à une vraie notoriété. Parce que, je me dis que j'ai une vraie utilité. Je vais vraiment essayer de le faire monter d'un cran en qualité de son à tous les niveaux. Et en même temps, on reste dans l'humain, on est dans le contact. Il faut savoir que quand on travaille pour des très grosses stars, c'est super. Mais on n'est quand même Ouais. pas tellement en contact. On a moins de marge de manœuvre aussi, j'imagine. Oui, puis on les a pas. Déjà, ils n'ont pas le temps. Ça passe Ouais. par des managers. C'est Ouais. moins on est moins Ouais. dans l'humain. Ouais. Voilà. Bon, je cite quand même une anecdote importante. C'est que durant toutes ces années, je suis contactée par Billy pour me dire tiens, est-ce que tu veux faire un Pink? Évidemment, je lui ai dit oui. Oui. Difficile de Forcément. refuser. Voilà, donc il y a eu le premier qui. Enfin, là, c'était pas elle en tant qu'artiste, c'est elle qui chante, c'est sur Happy Feet 2, c'est le film. Donc, Ah oui. un titre de la BO de film. D'accord. Voilà, donc ça, c'est un premier. Et du coup, je travaille aussi sur d'autres titres, sur l'album The Truth About Love. Pareil, j'en ai mixé plein. Bon, tout ça, c'est un peu dans l'urgence. Ouais. J'en ai un, en tout cas, qui est sur l'album. Et bon, voilà, c'est une artiste, pour moi, c'est une immense artiste. Ouais, À bah, tous les niveaux, clair. elle est humainement extraordinaire. C'est quelqu'un de stable, c'est quelqu'un de brillant. Elle chante bien, elle joue de la batterie, elle compose. Elle a tout. Elle a tout. Elle a un peu tout, voilà. Donc, ça aussi, c'est chouette. Et en plus, autre anecdote, à l'époque, je ne suis pas du tout sur Twitter, qui a changé de nom maintenant, mais ça s'appelait Twitter à l'époque. Je ne suis pas sur Twitter. Et Billy m'envoie un truc en disant « Pink a tweeté sur toi, est-ce que tu as vu ?» Non. Bah non, je ne suis pas sur Twitter et c'était c'est super d'avoir une femme qui mixe, Véronica Ferraro, machin, blablabla, et voilà, et je n'étais pas sur Twitter. C'est énorme. C'est énorme, ouais. Putain, donc, et je ne l'ai pas vu passer, on me l'a montré, non, je n'étais pas abonné à Twitter. T'as pas pu garder une trace mais du non, truc? Ah mince. Mais non, mais bon, quand même super fier. Ah bah ouais. Et, ah oui, c'est top. Bon, ça c'est des belles rencontres, c'est des beaux projets. Il y a des projets aussi qui étaient extra. Grayson Chance, qui est un artiste américain. Je fais un album, c'est du développement. Ils y croient évidemment. On fait l'album, mais ça prend beaucoup plus que prévu. Ouais. Et ça, c'est génial, quoi. Et tu retrouves dans les rues. Tu as des panneaux, tu sais, les panneaux publicitaires monstrueux, c'est avec sa tête dessus. Et ça, voilà, il est sur certains des titres, sur cet album qui est sorti, je crois que c'était, je ne sais plus l'année, mais il y a déjà pas mal d'années, c'est peut-être 2019, je ne sais plus exactement, l'album Portrait. Rien que le single, on est à plus de 100 millions d'écoutes, donc bon. Et ça, c'est génial, parce que là, justement, cette bascule-là a lieu, et ça, c'est super. Ouais, bah c'est génial, oui. Ou des groupes comme Glades, groupe australien, qui avait l'habitude de bosser avec Bruno, ils font leur truc eux-mêmes, à l'époque. Et puis qui, finalement, Bruno leur dit « Ah, ce serait quand même bien que vous essayiez de passer par un studio, mix, machin. » Donc bref, je mixe un titre. Je leur envoie le vendredi, pas de nouvelles. Le week-end, je me dis « Bon, bah, ça leur a sûrement pas plu. » Enfin, en même temps, je sais pas trop, quoi. Puis, ils m'ont dit, on était un peu choqués quand même, parce que c'était très différent de ce qu'on avait fait. Mais je crois que c'est vachement bien. Et bon, ben voilà, Do Right, on n'est pas loin des 100 millions aussi de streams. Donc pareil, bascule d'un groupe. Après, bon, ils font leur vie, ils font leur truc, ils continuent eux-mêmes.
je suis pas toujours dans l'histoire. Oui, De toute façon, c'est pas un mariage, un ingé son. T'es là à un moment. Mais s'il y a cette bascule de carrière, c'est très gratifiant. Bien oui, j'imagine. Voilà, je suis pas sur la photo, mais j'étais là. T'as participé au truc. Je suis dans l'ombre. Bien sûr. Bah, ça me plaît bien. Ça c'est chouette. Et il y en a pas mal comme ça. Ouais, c'est énorme. Donc du coup, tu t'es spécialisé dans le mixage. Alors forcément, pour les auditeurs qui nous suivent, il faut bien que je te demande, est-ce que tu as... alors je sais plus ou moins ce que tu vas me répondre, mais il faut bien que je choisisse la question. Mais comment ça se passe? À la fois quand on mixe un titre, on reçoit une session d'un David Guetta par exemple, ou un artiste un peu comme ça. Comment ça se passe? Quel est ton rituel, s'il y en a un, le process de démarrage de mix. Qu'est-ce qu'on écoute en premier? J'essaie de bien choisir les mots parce que je sais que les ingé sons, ils ont tous un petit peu leur truc à eux. Bien sûr. Mais quand on a des gens d'expérience comme toi, on se dit, j'aimerais pouvoir faire pareil. Comment ça se passe? Je sais qu'il n'y a pas de recette, mais c'est pas évident. Non, il n'y a pas de recette, évidemment, mais forcément, il y en a quand même. On a des rituels. Il y a des trucs, quoi. Ouais. Le rituel est important. Les bases importantes sont, savoir pour qui on travaille, c'est-à-dire si c'est un artiste qui a déjà fait des choses, quand même pouvoir écouter ce que la personne a fait. D'accord. Parce que c'est un projet qui vient à moi formidable. Je suis électropop, mais ça peut aussi être quelqu'un qui a quand même une carrière musicale. Le but, c'est pas de l'emmener vers mon... Oh, pardon. C'est pas grave. Pardon pour le micro. De l'emmener vers mon univers, mais c'est aussi moi voilà. Donc déjà, faire un petit check de l'artiste qui est qui, si on n'a pas eu l'occasion de s'en parler avant, quand je peux faire une petite visio avant, discuter un peu. D'accord. J'aime bien que la personne me dise un peu ce qu'elle attend, qu'on se capte un petit peu comme ça, qu'on voit un peu on va travailler dans de l'impression. La technique, c'est une chose, mais on va quand même mettre beaucoup d'humain et de sensibilité. Donc, c'est très important de connaître un peu l'artiste. Bon, le rituel, surtout, j'essaie d'éviter d'écouter. On me demande souvent, écoute la maquette avant. La maquette, mise à plat avant. J'essaie d'éviter de l'écouter parce que le moment d'écoute est pour moi un moment dans lequel je suis dans mon studio. Si j'écoute la mise à plat, ça y est, j'ai 30 milliards d'idées qui bouillonnent. J'essaie d'être sur place pour commencer tout de suite à les mettre en application pour pas les perdre. Ah oui, d'accord. Parce qu'il y a cette immédiateté, cette première écoute qui me donne plein de pistes en fait pour la suite. D'accord. Donc le rituel, c'est généralement, j'ai ma session, soit la session existe déjà, soit disons, imaginons on part d'une session, je reçois mes pistes, j'importe mes pistes dans une session propre, neuve. Je travaille pas avec du template, je vais me faciliter la vie à quand même appliquer des choses, mais dans l'ensemble, j'essaie toujours de partir de la page blanche parce qu'il y a un processus créatif, c'est un peu long, je n'ai pas d'assistant, je travaille chez moi, je travaille toute seule, donc je me fais tout. Mais c'est aussi un moment où ça me permet de rentrer dedans. Voilà. Ouais, si c'est un album, je vais quelques jours avant éventuellement me mettre un peu des choses dans les oreilles qui vont être en relation, histoire de mettre un peu des sonorités. Voilà, ou des références. J'aime bien demander aussi des références aux gens. Qu'est-ce que vous avez aimé? Comment est-ce que vous adoreriez que le titre sonne dans l'idéal? Voilà. Bon, histoire de savoir un peu où les gens se situent, parce que c'est important. D'accord. Donc voilà. Donc j'écoute le titre. Pendant que j'écoute le titre, je fais la structure, je clean un peu. Et je démarre très simplement, certainement comme tout le monde. Je démarre déjà avec une base... rythmique, batterie, donc drums, commencer à placer un peu les batteries, la basse, les voix. Je vais très vite quand même sur le process de voix. Disons que dans une journée où je vais attaquer à 9h, 9-10h, j'essaie à midi d'être en train de travailler mes pistes de voix. D'accord. Donc, en fait, je place les bases, les fondements, les fondations du titre. Ouais. Basse batterie, pour moi, c'est dans un titre électropop, on va dire. Ouais. Basse batterie est la fondation du morceau. C'est de toute façon des éléments qui vont être très, très déterminants. Et la voix, c'est le lead. Le lead est toujours la star. Si c'est une voix, il faut travailler autour de ça pour placer autour. Ouais. Si la voix est très très bien enregistrée, je vais avoir un son énorme. Si c'est Michael qui l'a enregistré, ça va être magnifique. Malheureusement, il ne m'envoie pas ses projets à mixer. D'ailleurs, je fais cette demande. Il faut lui dire, voilà, Michael, attention. Tu peux m'envoyer. Si c'est très très bien enregistré,
le propos est différent. Oui, bah C'est oui. malheureusement vraiment pas toujours le Eh cas, oui, donc oui. il y a des fois des sons très très pointus, très fins, très très serrés, souvent enregistrés avec le petit truc devant Ah là, oui, le petit, ouais. qui est pas toujours, à mon sens, très bon. Enfin, Oui, il enfin, faut ouais. que je fais ce travail de préparation Ouais. de son. Donc je fais vraiment du son avant. Je rentre pas dans le côté effet tout de suite. Je fais vraiment du son. J'essaie de placer mes éléments. Les voix, je les écoute du début à la fin. Je nettoie pour rendre les choses assez propres. S'il y a des clics, s'il y a des respirations trop importantes, je les diminue. Je les enlève pas évidemment, mais j'essaie d'équilibrer tout ça. Je commence à faire un petit peu mon son, avoir un petit peu l'idée de là où on va. Je print certains trucs parce qu'il y a des choses que je veux réutiliser en matériel hardware, sachant que j'utilise Pro Tools, des plugins, également tout un traitement hardware, Ouais. et par la console, les consoles, parce que je travaille avec deux, et par tout le rack. Donc, bien évidemment, des fois, je repasse dedans. La différence entre le plugin et le hardware, hormis ses qualités sonores, c'est aussi que le hardware existe en un exemplaire. Donc Ben quand oui, il est patché, il est utilisé. Et c'est des ça. fois, on aimerait bien le mettre ailleurs. Eh Donc ouais. bon, des fois, il faut le printer pour se dire, lui, il va aller aussi. D'accord. Ah ouais, d'accord. Voilà. On n'a pas forcément tout en triple. Bah oui, oui, forcément, oui. Donc Des là, t'as gros pas le choix. appareils. J'essaie d'avoir un matériel qui est un peu différent. J'aime bien les trucs un peu ésotériques qu'on ne trouve pas partout parce que c'est marrant. Et des grosses machines bon, qui font ce qu'il faut. Ouais, d'accord. Donc voilà, donc la préparation du mix se fait comme ça. Après, évidemment, tous les instruments, tout ce qui va venir autour. Et en fait, moi, je fais vraiment une construction, c'est-à-dire je continue éventuellement à travailler, comme je disais en rigolant, je peux changer le son de pied au moment de tourner le mix, en fait. Ah oui, Ça m'est d'accord. arrivé, Ah ouais. pas 9 fois sur 10, mais au moins une fois sur deux. Ah ouais, d'accord. Non, je peux encore faire une petite modif à me dire, je pense que je peux Ouais. encore améliorer un peu. Parce qu'on arrive à une notion d'équilibre et que des éléments principaux déterminent énormément l'ensemble. Et bon, après, moi, je suis attaché à cet élément de batterie qui définit beaucoup de choses dans le mix. Et du coup, je peux encore le modifier. Voilà, rien n'est gravé dans le marbre à midi, c'est jusqu'à la dernière seconde. Après, j'ai cette liberté de pouvoir enregistrer mon mix le lendemain, vu que c'est mon studio et Et qu'il n'y a oui, que moi t'as qui pas bosse de... dedans. Sachant que j'aime pas mixer, j'aime pas printer un mix le soir parce que après l'avoir entendu toute la Ouais. journée, il y a toujours des petites erreurs Prends un peu qui de restent. recul, Je ouais. prends du recul. Ouais. Surtout en démarrage de projet. Sur un album, bien évidemment, le premier titre, je vais prendre du temps parce qu'en fait, je vais essayer des combinaisons. Sachant que les gens ont une façon d'enregistrer qui va appeler certains traitements. Si c'est très numérique, si c'est un peu analogique, je ne vais pas avoir le même setup. Après, ce setup, je le duplique un peu sur le reste de l'album et donc je vais plus vite sur les autres titres. Mais sur le premier, j'aime passer du temps à essayer, à me dire ah ouais, non, ça marche carrément pas, c'est pas la peine. Voilà, Ouais, ouais. en gros. D'accord. Donc du coup, et puis après, donc, est-ce que tu as des choix de prédilection quand tu fais tout ça? Au niveau, tu parlais du matériel, Bien sûr. est-ce qu'il y a des trucs Bien qui sûr. reviennent souvent? Oui, oh, bah, Ouais. évidemment. Ouais. On a un type de son, on va appeler un type d'équalisation ou un type. Alors, moi, j'ai beaucoup de périphes type compresseur, hardware. Évidemment, des effets de traitement reverb, des choses comme ça. Mais en traitement de son, en tout cas, sachant qu'on utilise ou des compresseurs ou des équaliseurs, hein, on n'a pas beaucoup d'outils, nous. Avec toute la gamme de compresseurs qui peut être limiter, expander. Enfin, bon, après, il y a des déclinaisons, on va dire, mais dans l'ensemble, bien évidemment, que certains compresseurs sont vraiment destinés à être sur une basse, sur Ouais, une c'est ça. batterie. Ouais. Et ça, c'est un petit peu le goût de chaque ingé son qui va aimer tel traitement. Mais une fois de plus, ça dépend vraiment de la source. Si on est sur de la musique, comme je fais pas mal d'électro, j'ai beaucoup moins d'acoustique. Et du coup, Ouais. en électro, la différence, c'est qu'on a très très vite soit des samples, soit des sons qui ont déjà été mixés 40 fois, en fait. Donc, c'est rarement... t'as rarement la sortie d'une 808 ou d'une 909 pur jus. Hein. C'est un sample qui lui-même a été pris sur un disque, qui lui-même Ouais, qui a été... Donc, ouais. c'est déjà des trucs qui sont extrêmement processés. Ce qui veut dire qu'il va falloir les travailler, mais en même temps, est-ce qu'on peut les toucher fréquentiellement? Des fois, ça répond pas beaucoup.
Donc ça veut dire qu'il va falloir les placer là où ils sont et puis du coup travailler le reste. Ou des fois justement il y a une belle largeur de spectre qui va permettre d'en faire un peu ce qu'on veut. Sachant que pour moi, le travail de mix, c'est un travail de construction, voilà, de mettre des briques. C'est un peu une maison, fondation, les fenêtres. Après que les volets soient rouges ou bleus, ça c'est au goût de chacun. C'est au goût de chacun. Mais, et on a des impératifs. Bien évidemment, switch sur la mise à plat. Alors la mise à plat qui est mon ennemi, hein, forcément. Ouais. C'est toujours l'ennemi pour l'ingé son, la mise à plat. C'est le pire parce que la mise à plat, en fait, c'est malheureusement plus une balance rough mix sortie de console comme on faisait quand j'étais jeune, parce qu'il n'y avait pas le temps, mais on figeait en fait dans le temps la fin des prises, on se disait super, on l'écoutait 50 fois, mais c'était vraiment pas mixé. Aujourd'hui, il y a des outils, il y a largement assez d'outils pour faire quand même un truc bien avancé dans un Pro Tools ou un Logic ou peu importe. Et donc, forcément, les artistes producteurs font une mise à plat qui devient quasiment un mix sans l'apport du mix hardware, donc sans le côté épais, mais avec beaucoup de prises de position, beaucoup d'effets choisis, et ça devient difficile d'en sortir, sachant en plus que souvent l'équipe artistique écoute le truc 100 000 fois, et en fait, il s'y attache beaucoup. Donc ça veut dire que la ligne de conduite, souvent, j'ai pas tant la possibilité de m'en écarter. Rares sont les gens qui me disent fais ce que tu veux, c'est arrivé, hein, mais c'est rare. Oui, c'est ça, ils sont habitués. Oui, donc si souvent trop... j'ai quand même une direction qui est un peu écrite dans la mise à plat. Donc de temps en temps, je reviens dessus, histoire de faire un petit AB, de comparer, de savoir que je m'en éloigne pas trop, ne serait-ce que pour les balances ou des choix d'effets qui vraiment vont déterminer le style. Voilà, si tu mets un slapback, un délai slapback sur une voix, ça type, ça colore. Bon, si eux, ils ont mis une reverb qui est plutôt genre grande salle de bain, on est vraiment dans des choix différents. Bon, est-ce que c'est pertinent ou pas? Néanmoins, je propose toujours, si je sens quelque chose, j'ai une idée, je la propose, même si je dois revenir en arrière. Si ça ne plaît pas, je l'enlève, mais je la propose. Et des fois, effectivement, c'est super, génial, super idée, on y va. Voilà. Mais aujourd'hui, mon travail consiste plus à faire vraiment du son, c'est-à-dire à épaissir cette notion acoustique, enfin cette notion de ressenti acoustique, justement parce que je passe par des traitements et parce qu'il y a des trucs et astuces. Enfin après, c'est un métier, ingénieur du son. Oui, bien sûr. Oui, c'est que de la vraie création, reverb, délai, espace, c'est quand même souvent déjà un peu orienté, quoi. Et ça, tu l'obtiens pour toi qu'avec des machines, vraiment? Le côté hardware, tu es sensible à ça? Oui, je suis sensible. Maintenant, il y a des gens qui font des trucs très bien dans la boîte, comme on dit. Mais c'est un vrai débat, donc forcément. Oui, c'est un vrai débat, évidemment. On se dit, le hardware... Je vais prêcher les deux. J'ai le matériel, alors le pour et le contre. Le pour, bien évidemment que quand je rentre dans un compresseur Mazelec qui a un prix certain, oui, j'ai une transparence de son, une vraie compression, ça fait ce que j'attends, c'est beau, ça me laisse toutes les harmoniques, c'est pas destructif, bien au contraire. Après, dans la boîte, ce que je n'aime pas dans la boîte, c'est que c'est du traitement parfait, en fait. Dans le hardware a cette qualité d'être imparfait, et dans les imperfections, dans le son, ça crée des choses que le numérique ne créera pas, et le numérique peut créer des fois des artefacts qui ne sont pas forcément bien, et que le corps le corps ne va pas ressentir comme étant réel. Bon, au-delà de ça, je me sers aussi de plugins qui sont bien évidemment très créatifs, mais à choisir, je vais utiliser le hardware. Il faut savoir que le hardware a un coût. Ça coûte aussi en électricité quand on commence à avoir des consoles, des trucs, des machins. Bon, c'est pas négligeable. Ça tient chaud, il faut le clim. Ça tient chaud. Oui, ça tient chaud les consoles. Ça c'est clair. Et puis des fois ça tombe un petit peu en panne. Il faut vraiment les maintenancer. Pour le coup, ça, je sais pas. Moi, c'est ma génération. Ouais, c'est ça. Je peux pas dire à quelqu'un, un jeune ingé son qui me demanderait, je dirais évidemment que le hardware va faire la différence.
de mon expérience de carrière, oui, le hardware a fait la différence. Ouais. Je pense qu'il y a peut-être mes goûts et mes choix musicaux, mais honnêtement, l'équipement a fait cette différence de qualité de son, d'épaisseur de son. Maintenant, bon, est-ce qu'il faut pour autant acheter des consoles partout, des trucs? Oui, ça reste pas indispensable. On peut faire Non, des choses quand même. on peut faire des trucs très bien. Voilà, c'est ça. Je pourrais jamais faire aussi bien, de mon point de vue, voilà. dans le Mac que je pourrais faire avec Oui, tout le oui. reste. Mais honnêtement, il y a des gens qui font ça très très bien. Et des fois, des mix, je trouve formidables. Et en fait, ça a été fait dans la boîte. Alors, il y a deux façons de faire dans la boîte. Moi, j'utilise une console, mais on peut aussi travailler dans un Pro Tools parce que c'est le logiciel qui est principalement utilisé dans les studios et en mix. Et de là, avoir des sorties, passer par du hardware avec des racks, revenir dans la boîte. C'est-à-dire finaliser dans la boîte dans le sens où le mix master, la sortie master, elle est dans l'ordi. Mais entre-temps, on est passé par du traitement. Ça se fait beaucoup aussi, pas forcément via la console. Moi, je le fais via la console parce que je suis équipé comme ça, parce que voilà. Et puis c'est mon choix, mais c'est pas une finalité. Même si, bon, je pense toujours que c'est mieux, mais Ouais, ça après, c'est un débat, hein, c'est un sujet hein, chez nous. Hein. Ouais, puis la différence, c'est vrai que le hardware se fait aussi dans l'approche. On tourne des boutons, les plugs regardent un écran, donc psychologiquement, il se passe pas la même chose. La différence se fait aussi là, je pense. Il y a quelque chose pour moi, de beaucoup plus instinctif et animal dans le fait Ouais, c'est ça. d'aller manipuler. En plus, on sort de son siège. Ouais, Ça veut c'est dire que on a une perception Il y a une d'écoute qui réaction, change. quoi. On n'est pas Ouais. dans quelque chose de figé. Et comme pour moi, la musique n'est pas figée, je trouve que c'est intéressant aussi de ce point de vue-là. Je suis tout à fait d'accord. Ouais. Tourner le gros bouton, ça a toujours été un truc chouette. Bon, d'accord. J'aime bien. Ouais. Bon, après, alors, j'essaie de rebondir sur d'autres sujets, parce que les machines, on pourrait en parler pendant longtemps. On va pas se mentir, tu es une femme, hein, pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué encore. Est-ce que ça a été pour Je toi... l'assume. Est-ce que pour toi, ça a été... ça a joué un rôle particulier ça a C'est-à-dire que été, je peux pas On décemment reçoit de temps en temps répondre des non. filles dans les stages, elles sont pas nombreuses. Alors peut-être que par rapport à ça aussi, tu as peut-être un conseil aussi pour des jeunes femmes qui veulent faire ce métier. Il y en a, je sais qu'il y en a. Est-ce que, je sais pas, Alors, même si pour toi ça fait aucune différence, je le sais, mais je pense non, à mais certains... ça a été un sujet de discussion. C'est vrai que moi, aujourd'hui, je veux qu'on vienne me chercher pour mon travail d'ingé son et Voilà, pas c'est ça. pour le fait que je sois une On est femme. d'accord. Ouais. Et je vais pas aller militer pour quelque chose de je suis une femme, donc venez me chercher parce que je suis une femme. Oui, non, oui. venez me On chercher est pour la d'accord. qualité de mon On est travail. d'accord. Enfin, si vous aimez mon travail, c'est ce qui compte. Bien sûr. Après, bien évidemment, surtout que j'ai commencé dans les années 80, alors les femmes en studio. Ouais, c'était une autre époque aussi. Ouais, C'était une autre époque. Il y en avait une, c'était Sophia, et il se trouve que j'étais son assistante. En tout cas, en France, je ne connaissais pas tellement. Il y a eu Susan Rogers qui mixait Prince, et où je me suis dit, oh là là, c'est possible, parce que moi, ça, c'est mes jeunes années, ouais. ça. Je me disais, génial, c'est une fille qui fait ça, c'est possible. Moi, ma révélation, mon Graal, la lumière qui est apparue, comme dans les Blues Brothers, là, pour me dire, voilà, c'est ça que je veux faire, c'est, j'ai 14 ans, je vais à Ferber, je vais voir tonton. Ouais. Il se trouve qu'il est en train de mixer un truc, donc du coup, je suis dans la cabine, oui, je suis derrière. forcément. À l'époque, c'est de la bande magnétique. Il écoute très fort, et quand on remonte la bande, en plus, ça passe dans les délais, pour ceux qui ont vécu ça, ils vont comprendre, Ouais. ça passe dans les délais, les réverbes, donc il y a une espèce comme ça de magie, même quand ça remonte, pour revenir au début, la lumière est baissée, il y a des petites lumières partout, pour moi, c'est ça que je veux faire. Bien sûr. Ah là, c'est magique, le son est fort, c'est beau, c'est génial. Voilà. Le moment se décide là. Après, en tant que femme, oui, ça n'a pas été simple. Je pourrais te faire aussi une liste d'anecdotes Oui, non, mais j'imagine bien que oui. Il a fallu bosser, de mon point de vue, il a fallu bosser plus Ouais, quand même. pour prouver quand même que j'ai ma place, bien sûr, en tant que femme, à cette époque-là. Après, ça devient du coup une singularité, une particularité, et du coup, ça devient un avantage. D'accord, ouais. Parce que du coup, comme il n'y en a pas beaucoup, eh ben, c'est plus facile de souvenir. Voilà. Mais oui, ça a été difficile. Je ne sais pas si c'est encore le cas. Je mentirais si je
te disais que je sais exactement. Je vois quand même pas beaucoup de femmes dans les studios, mais je suis beaucoup chez moi et je bouge pas tellement. Voilà, je travaille dans ma cabine et les ingés, on travaille tout seul. Je sais qu'il y en a pas tellement. Maintenant, c'est quand même un métier qui a beaucoup de contraintes, c'est-à-dire que c'est des heures de studio, donc c'est beaucoup. Sur la vie privée, c'est compliqué. Voilà, c'est ça, vis-à-vis de la vie de famille. Et la vie de famille en souffre énormément, donc il y a des choix. Peut-être que pour une femme, les choix sont un peu différents, notamment par rapport à des enfants. Bien sûr. Donc ça peut influer. Après, honnêtement, il y a des filles qui bossent super bien. Ouais, bien sûr. Normalement, on n'a pas de différence de perception. Enfin, on a une différence de perception, mais on n'a pas une différence d'oreille. Enfin, notre oreille est la même. C'est les mêmes. Notre perception va être un peu différente, de par la capacité de la cage thoracique à encaisser les choses, la morphologie, bien sûr. Mais honnêtement, on peut tout à fait faire. Enfin voilà, il n'y a pas de contre-indication. Maintenant, si des filles ont envie de faire ça, il faut le faire parce que c'est un métier de passion. Hein. Ah, mais de toute façon, oui, fille ou garçon, de toute façon. Peu d'élus, beaucoup de demandes, peu d'élus, mais c'est une passion. Donc, c'est un métier. D'ailleurs, beaucoup de gens arrivés à un âge s'approchant de la retraite, soit ont envie de s'arrêter parce que pour X raisons, mais la plupart du temps, n'arrêtent jamais de faire du son parce que c'est quand même, c'est dans les gènes, ça. Donc, quand on aime le son, c'est mon instrument, hein, la console. Enfin, le son. Ça me quittera jamais. Voilà, ça fait partie de ta vie depuis toujours. J'ai la chance en plus d'avoir une vie de famille avec un monsieur qui fait aussi du son. Donc ça, on peut comprendre cette passion. Voilà, écouter beaucoup de musique, ça aussi, c'est super important. Beaucoup de musique, écouter, emmagasiner des sonorités, des styles, même des trucs qu'on n'aime pas. Il faut écouter, il faut écouter. Il faut sans arrêt se renouveler, mais c'est pas toujours évident. Hein. Faut pas s'arrêter sur ses acquis, il faut être sans arrêt. La musique change, les goûts changent, les modes changent, plus ou moins bien. Il y a des choses dont je vais regretter, des sons d'une certaine époque parce que je les trouvais mieux. Ça évolue. Mais en même temps, il y a des trucs qui sont vachement mieux aujourd'hui, ça évolue, donc il faut évoluer avec. Il faut écouter plein de trucs. Donc oui, non, c'est autant ouvert pour les femmes. Ce serait bien qu'il y en ait un petit peu plus parce que c'est pas un métier qui doit être spécialement destiné aux garçons. Il n'y a pas de contre-indication en tout cas. Tout ce que tu viens d'évoquer, ce serait un peu des conseils si on veut devenir mixeur, comme toi, spécialisé que dans le mixage. Est-ce qu'il y aurait d'autres trucs à... faut commencer à faire... De toute façon, on commence par faire de la prise. Je suis venu au mixage. Disons que pour moi, le mixage est un travail technique, donc il faut déjà avoir une base de technicité, de connaître bien son équipement. Quand je commence un mix, le moment où je l'entends, en fait, j'écoute la mise à plat, je commence à ouvrir les pistes, j'entends le mix dans ma tête. Après, je ne fais que appliquer a priori ce que j'ai en tête, et puis après, bien évidemment, les idées s'affinent au fur et à mesure. Mais l'application, si je veux entendre un son, je sais comment je vais aller le faire. Je ne vais pas me demander comment est-ce qu'on fait. Je sais que je vais mettre tel équipement, tel truc, je vais faire telle correction, bon. Après, c'est bien ou c'est pas bien, ça c'est un autre problème. Mais ça s'acquiert. Et le travail de mixage est un travail totalement artistique. Hein. C'est la part d'artiste de chacun. Il y a des gens qui n'aiment pas mixer et qui aiment faire de la prise de son. Ouais, c'est ça. Mais évidemment, il faut commencer. Généralement, on commence a priori. Oui, c'est la suite logique. La suite logique dans un studio. Bon, effectivement, avec un stage comme celui qu'on fait, on leur donne plein de clés. Ça leur permet soit d'aller directement se lancer comme ingé freelance et faire leur truc. Généralement, on commence quand même un petit peu dans les studios avec les autres. On fait d'abord de la prise de son. Moi, je fais pas de live. Il y a des gens qui font les deux. C'est pour moi un autre travail. C'est pas là où je suis le plus à l'aise, donc j'y vais pas, quoi. Je suis pas qualifiée pour ça. Et puis moi, j'ai fait ce choix de me spécialiser. Je faisais de la réalisation avant, arrangement, réalisation, mais je trouvais que de faire tout était un peu, je sais pas, j'avais cette sensation de ne pas aller au bout de quelque chose. J'ai voulu me spécialiser en me disant, je veux vraiment aller au bout. Tu vas à fond là-dedans. Donc le mix, le mix, on y vient après, on n'y vient pas tout de suite. Ouais, c'est ça. Je pense pas, on se dit pas, je veux être mixeur. C'est bien, et puis c'est bien de voir les instruments parce que les sonorités d'instruments, quand on les enregistre, on les entend en réel, avec un micro dessus,
remis dans la console, etc. Il y a déjà tout un cheminement, ce qui permet après de les appréhender dans un mix, savoir qu'on va les placer comme ça. Ne serait-ce que si on a un orchestre, une batterie, ne serait-ce que de les placer dans l'espace gauche-droite, de savoir qu'a priori, tel élément se met là, ça, plus ou moins là. Parce que quand on le regarde et qu'on l'enregistre, bah, il est toujours là en fait. Oui, bien sûr. Oui. Pour des questions, je sais pas, parce que c'est comme ça. Bah oui, Donc, on recrée une voilà, forme de connaître réalité. ça, c'est déjà avoir cette. Du coup, dans le mix, on va forcément après. Ça veut pas dire que c'est interdit de le mettre là, hein, mais. Ouais, il y a quand même c'est une plus logique, naturel on va de le dire, mettre ici. Voilà. naturelle à respecter. Ouais, Absolument, bien sûr. ouais. C'est plus logique d'avoir, je sais pas, Bon, après, il y a le débat du batteur. Est-ce qu'on est batteur quand on mixe ou est-ce qu'on regarde le batteur? Bon, une grande question à chaque fois. Ça, c'est une prochaine formation. Voilà, c'est ça. On fera un stage spécial là-dessus. Quel côté on met le charlet? Quel côté on met le charlet? Bon, ben la suite, c'est quoi alors? On continue à faire du mix, on continue à s'équiper. Bien sûr, non. Bah, évidemment, on garde mais la foi. voilà, là, je suis dans un studio. Il y a des trucs, il y a des jouets. Déjà, je rentre, je rentre. Ouais, t'as toujours ce truc de. Il y a des petites choses. Je me dis, il faut que j'essaye ça. Il y a des combinaisons. Et en fait, cette excitation-là vient aussi de. C'est des jouets. Ouais, c'est ça. On est quand même un peu des grands enfants là. Là, rentrant là, j'ai vu 2-3 trucs. Je me dis, il faut que j'essaye ça. Non, bien sûr, la suite du mix, prochain EP, etc., etc. Et oui, super, c'est bien. Bon, puis transmettre, du coup, tu commences un peu à... Ben voilà. Parce que t'avais jamais fait ça avant, pas trop, ouais? Non. Voilà. J'étais pas dans le format court suivi parce que c'est presque un autre métier aussi. Et puis je n'ai pas trop le temps, j'ai quand même beaucoup de demandes de mix. Mais je trouve que la formation dans la formule que tu proposes est assez géniale parce que d'abord, on n'est pas trop nombreux. Donc ça veut dire qu'on a le temps d'approfondir individuellement, puisqu'il y a des gens ils viennent pas tous du même coin, ni tous pour les mêmes raisons. On a le temps de s'arrêter un peu sur chaque profil. On leur donne, avec Michael, et le fait d'être deux, ça c'est génial. On a fait un peu de mix à 4 mains, on s'est merveilleusement entendu. J'aimerais qu'on puisse le faire. C'est vrai que c'est chouette ça. Vraiment sur un disque. Partager les bacs de console, c'est génial. Non, c'est génial en fait. C'est génial parce que j'aimerais qu'on le fasse vraiment. Pour de vrai, quoi. Enfin, on verra, on ne sait jamais, l'avenir peut-être nous donnera. Mais j'adorerais vers ça. Parce qu'on est tous les deux suffisamment. On connaît notre truc suffisamment et il n'y a pas, justement, il n'y a pas l'ego de dire c'est moi qui ai fait ça. Et en même temps, c'est super intéressant de pouvoir construire comme ça sur une base qui n'est pas celle que tu as faite. Parce que du coup, tu dis, alors attends, comment je vais faire? Il a mis ça là. Ça challenge un peu plus. Exactement, c'est génial. Et après, il y a la personnalité, évidemment, de l'autre personne avec qui tu travailles, qui est un peu, on est dans les clous. Hein, on s'est découvert finalement des plugins communs. Ouais, c'est ça, mais il m'a dit pareil. Il m'a dit au final, on ne se connaissait pas plus que ça, en tout cas. On ne se connaissait pas, en fait. Et c'est ça qui est bien. C'est dingue, quoi. C'est dingue, ça marche carrément. Carrément. J'espère que je vais avoir l'occasion de faire ça et de refaire, alors pour en venir à cette histoire effectivement de transmission, c'est super intéressant. Ça intimide un peu au début, je me suis dit j'espère que je vais pouvoir leur donner. Et en fait non, c'est bien, on leur donne, ils ont envie, je pense qu'ils ont envie d'entendre autant des anecdotes de studio que d'entendre vraiment des conseils de mix, des conseils sur la façon de faire. Il n'y a pas de secret particulier. Après, on a des petites choses, chacun de ses petits trucs. Oui, chacun, bien sûr. Mais ça, chacun va acquérir en fait ses trucs à lui. Et là, on n'est pas dans la transmission. Là, c'est personnel. Chaque ingé son va avoir ses petites façons de faire, mais de l'utilisation du matériel, et puis j'ai appris des choses. Enfin, je leur ai appris aussi que on continue à apprendre tout le temps. Ah ben ça, oui. Il y a toujours des petits trucs qu'on apprend, on se dit tiens ça c'est pas mal, c'est une bonne idée ça. Voilà, et ça c'est chouette. Donc cette transmission m'a plu. Super. Voilà, je passe un bon moment. Voilà, c'est sympa d'échanger et puis d'avoir des passionnés. Parce qu'en réalité, quand on est ingé son, alors comme moi qui travaille un peu en ermite, j'en croise pas d'autres. Oui. Donc là, je vois que des passionnés. On est tous passionnés par la même chose. T'as que des mordus là. Donc on parle toute la journée. C'est ça. Et c'est génial. J'adore. Bon, écoute, super. Qu'est-ce qu'on peut rajouter à tout ça finalement?
Je crois qu'on a fait le tour de pas mal de sujets. Il y aurait... Ce qu'on peut rajouter à tout ça pour les gens qui veulent faire du son et du mix, c'est un métier à part entière. Ouais. Voilà. C'est pas, faire du mix, c'est pas une histoire de goût. Tous les musiciens que je connais sont capables de faire une bonne balance, d'avoir une bonne idée de reverb, d'avoir une bonne idée d'effet. Tous les gens qui aiment manger sont capables de cuisiner un truc. Chef cuisinier, c'est autre chose. Ouais. C'est un autre niveau. Voilà. Il faut bien comprendre, ingénieur du son, à la prise de son et au mix généralement après, c'est un métier à part entière. C'est pas que avoir une bonne idée ou se dire tiens je vais placer ça. Non, il y a une vraie technicité, c'est un vrai travail et d'où l'intérêt d'une formation parce on peut aller plus loin. On s'est rendu compte qu'il y a des choses qu'ils ont vraiment appris. On peut aller plus loin sur l'utilisation de certains compresseurs, équaliseurs, ce que tu veux, mais effets, façon de placer les choses, passer ça dans ça qui fait que le résultat est là. C'est un vrai travail, voilà. C'est un vrai métier. Ouais. Donc, pas hésiter à aller chercher un ingé son pour faire mixer son projet quand on est producteur. Et parce que, en plus, c'est bien de rajouter des paires d'oreilles supplémentaires. Oui, c'est ça. Ça permet d'élargir un peu et le résultat est vraiment différent. Ouais. Il y a une qualité supplémentaire. Bon, mais enfin, on est pas mal. Ah, on est pas mal. Je crois qu'on a fait le tour. On est bien. J'ai pas timé le truc, mais je pense qu'on est bien. On est bien. En tout cas, merci pour déjà de m'avoir accordé ce petit moment, d'être venu nous partager ton expérience. J'espère qu'on refera d'autres formats, puis qui sait, peut-être venir te voir par chez toi, en Charente, là-bas. Belle région aussi. Voilà. Oui. Perdu dans le Cognacet, il y a eu pire. Il faudrait que je vienne voir ton mari quand même, qui nous explique aussi son point de vue de mastering, parce que vous êtes très complémentaires tous les deux. Ah bah évidemment, et puis j'ai appris beaucoup de lui par rapport à ce qu'il faisait sur les mix, et oui, c'est super intéressant, évidemment. Notre approche, une autre concept. Le mastering, c'est pareil, je ne sais pas faire de mastering. Quand tu me donnes un morceau, je ne peux pas faire un mastering, et lui va te dire, je ne suis pas mixeur. Après, honnêtement, tu lui donnes une balance à faire un truc, il va te faire un truc qui va être très bien. Oui. Mais c'est encore un autre métier. Ouais, c'est vrai. Même s'il ne travaille que sur 2 pistes, alors que nous, beaucoup plus. Ouais. Voilà. Petite blague. Voilà. On s'est compris. Voilà. Bon, écoute, merci encore. Et puis, à très bientôt. Voilà. Avec grand plaisir. Voilà. Je suis là, tu sais où me joindre. Et c'est avec grand plaisir. Maintenant, le contact est fait. Attention. Ça marche. À très bientôt. Ciao. Ciao.